Alors, nous avons le plaisir de recevoir deux professeurs d'université, hospitalo-universitaires, qui, à travers leur carrière, ont su s'interroger sur des questions majeures. Et ce qui est très intéressant, et malheureusement on n'aura pas le temps de revoir tout leur parcours, mais je voudrais donner en introduction, insister sur le fait que ce qu'ils vont vous rapporter aujourd'hui, c'est bien sûr le fruit de leur réflexion, mais c'est aussi la réflexion qui s'est construite au cours de leur parcours, avec aujourd'hui la nécessité d'exposer ces idées et ces visions, et vous allez voir combien elles sont d'actualité et elles sont pertinentes. Alors le professeur Jean-François Delfraissy, professeur d'immunologie clinique, je ne sais pas si c'est nécessaire de le présenter, on le connaît tous dans le milieu médical, même au-delà, en particulier sur l'époque du Covid, mais il était déjà excessivement actif avant et il continue de l'être après cet épisode. Et je voudrais insister aussi sur le rôle en tant que personne qu'il joue aujourd'hui dans les débats éthiques et sociétaux de la santé. Et je suis encore une fois très fier de le recevoir ici dans la faculté de médecine de Grenoble avec mes collègues, nos collaborateurs et des collègues aussi de l'UGA qui s'intéressent à ces sujets-là. Le professeur Franck Chauvin, professeur de l'université de Jean Monnet à Saint-Étienne, est un grand spécialiste de la promotion en santé. C'est surtout l'ancien président du Haut Conseil de santé publique, et donc c'est aussi cette expérience qui lui a permis d'avoir un éclairage qu'il exprimait déjà avant d'avoir pris ses responsabilités, mais avec le temps, vous allez voir que les idées s'affirment, et là aussi, il joue un rôle majeur dans la réflexion qu'on doit partager, à la fois sur des questions éthiques, sur notre système de santé, et vous allez voir que c'est très lié en réalité. Alors le contexte, il y en a plusieurs. Le premier, c'est celui de la préparation de la loi bioéthique. La loi bioéthique, c'est quelque chose que je vous incite à approfondir. Cette loi est particulièrement intelligente. À l'intérieur même de cette loi, il est prévu qu'il y ait un renouveau de la loi. Et tous les 5 ans, eh bien, le pays entier doit s'interroger sur les questions éthiques qui nous concernent, sur un domaine qui évolue. Et nous sommes donc aujourd'hui, là au début du mois, en ce moment, à la fin des débats publics qui ont été opérés, qui ont été lancés au mois de janvier par M. Delfraissy, président du CCNE. Et donc, je voudrais insister sur le rôle de ces débats publics, et l'intervention d'aujourd'hui en fait partie. Donc vous serez invités à poser des questions, à vous interroger et qu'on puisse discuter collectivement, puisque tous ces éléments-là vont venir alimenter nos parlementaires. Et c'est ces parlementaires qui vont devoir revisiter la loi bioéthique avec ce qu'on espère une publication en 2028. C'est juste pour donner le cadre, vous aurez plus d'informations après. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on rentre aussi dans une période présidentielle. Et que là aussi, d'autres débats vont s'organiser. Et c'est vrai qu'on tient à ce que les débats politiques de notre pays emportent les sujets qui sont ceux de l'éthique en santé et du système de soins. Voilà, donc vous allez voir, il y a des termes clés, il y a des notions très fortes qui vont vous être présentées. Je vais laisser la parole à Madame Sorrentino, directrice du CHU de Grenoble, pour qu'elle intervienne. Ensuite, je proposerai une photographie afin qu'on soit tous là, puisque vous avez des contraintes et vous n'allez pas pouvoir, pour M. Delfraissy, rester jusqu'au bout. Et ensuite, on vous donnera la parole, puisque c'est l'objet de la journée, suivi d'une table ronde qu'on a bien préparée et qui viendra alimenter, j'espère, les débats. Monique, je vous laisse la parole. Docteur, professeur, mesdames et messieurs les représentants des usagers qui sont avec nous, bien sûr. Monsieur le doyen, cher Olivier Palombi, monsieur le co-responsable de l'espace éthique du CHU, cher Patrice Morand, qui est en train de s'affairer sur la droite et que je remercie. Bien sûr, cher professeur Delfraissy, cher professeur Chauvin, je suis aussi très honorée d'être avec vous cet après-midi. Donc merci de l'organisation de cette demi-journée. Merci de ce qui se passe sur les états généraux de la bioéthique et merci de venir sur les territoires pour rencontrer les uns et les autres et puis avoir le maximum d'échanges.
Le CHU est en pleine certification en ce moment, donc les uns les autres participent à des tas de réunions et c'est vraiment des périodes qui sont très enthousiasmantes parce qu'on est à la croisée des chemins et notre seul objectif c'est de délivrer les bons soins à nos patients. Et on est tous en train de se dire que notre système de santé a déjà connu beaucoup de changements quand on regarde derrière, quand on prend un rétroviseur, et qu'en ce moment, probablement que sur un certain nombre de sujets, on est arrivé à une fin de cycle, à un bout de cycle, et que quelque part, sans qu'on s'en aperçoive, ou peut-être qu'on s'en aperçoit, on est en train de porter nous-mêmes notre transformation, on est en train de s'auto-transformer, d'évoluer, de réfléchir à comment notre système de santé doit évoluer. Et donc, les travaux éthiques, les travaux sur la loi bioéthique sont vraiment très importants et arrivent à point nommé parce qu'on est en train de faire toutes ces transformations et on a absolument besoin de vos éclairages pour voir comment on évolue et en essayant de ne pas oublier l'essentiel, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui nous portent, pourquoi on travaille, dans quel sens. Voilà, donc moi je voulais simplement vous remercier infiniment de tout ce que vous avez déjà fait, d'être venu nous voir. J'essaierai d'écouter votre conférence à peu près jusqu'au bout, je serai obligée de partir et vous m'en excusez. Merci surtout pour tout ce que vous allez encore créer. On a vraiment besoin d'accompagner nos changements de valeurs, de réflexion. On n'est pas que sur de la technique, on n'est pas que sur des évolutions technologiques, effectivement, scientifiques. Il faut que tout ça corresponde à une vision éthique. Voilà, donc bien sûr, la sobriété, c'est un grand sujet. Quel juste soin pour demain, on y travaille tous, mais une fois qu'on lance ces grands concepts, comment on arrive à les transformer et faire en sorte qu'ils arrivent à irriguer notre quotidien. Voilà, donc je vous souhaite une très belle table ronde à l'issue de toutes les conférences. Et je souhaite à tout le monde une bonne poursuite, chacun dans vos travaux et dans vos engagements pour le bien des patients et pour notre système de santé. Donc Jean-François Elfrécy, et merci de cette invitation. Merci Madame la directrice de vos mots, Monsieur le doyen, chers collègues, chers étudiants. Alors, je m'appelle Jean-François Delfrécy, et vous oubliez tout ce qu'on a dit, je suis fondamentalement médecin. Et j'ai eu pendant très longtemps vraiment les mains dans le cambouis. Et puis après, en vieillissant, on vous confie des responsabilités qu'on n'a pas spécialement demandées, puis elles vous arrivent, et elles vous permettent de réfléchir un tout petit peu. Mais le point de départ, à la fois de ma pensée actuelle et puis de ma vie de médecin, a été quelque chose qui, pour la jeune génération, c'est très loin pour vous. Mais j'étais plutôt immunologiste fondamental. C'était le début de l'immunologie. On commençait à décrire ce qu'étaient les lymphocytes T, les lymphocytes B, vous voyez, les interactions, la présentation de l'antigène. J'ai vraiment connu tout ça. J'étais jeune chercheur aux États-Unis, à Washington, au NIH. Et en revenant, juste dans ma dernière année de postdoc, alors que je devais faire plutôt du fondamental, est arrivé le VIH-Sida. Et ça m'a complètement fait basculer, parce que je me suis rendu compte très vite qu'on était avec cette première grande pandémie. Et ça m'a fait basculer, ça m'a fait découvrir aussi, progressivement, tout en restant très dans le milieu de la recherche et des nouvelles molécules, donc de l'innovation, du progrès thérapeutique, etc. Mais ça m'a fait découvrir fondamentalement, et j'y reviendrai tout à l'heure, que la médecine, le médecin était là pour fondamentalement accompagner le patient et que la maladie du patient ne nous appartenait pas, mais qu'elle appartenait au patient. Et ces premiers dialogues dans des moments très difficiles, vous avez peut-être vu certains, le film qui a été sorti des temps d'Act Up, mais on l'a vraiment vécu. On avait de jeunes patients qui avaient pratiquement notre âge, et qui nous ont beaucoup interpellés sur beaucoup de sujets que je retrouve maintenant, y compris la fin de vie. Alors, après, j'ai été impliqué dans la direction d'agences de recherche, en particulier sur le VIH-Sida, les maladies infectieuses à l'INSERM. Et puis, je suis devenu, malgré moi, une sorte pas de spécialiste, mais de quelqu'un qu'on appelle en cas de crise. Et on m'a appelé pour Ebola, et puis, mais Franck était aussi dans cette aventure, dans le conseil scientifique Covid-19, et puis ensuite pour présider le comité consultatif national d'éthique. Alors je voudrais d'abord vous parler de
l'organisation de la bioéthique en France et comment elle s'est construite, parce que c'est un modèle un peu particulier que nous avons. On se tire souvent une balle dans le pied en France en disant qu'on n'est pas bon, qu'on a plein de déficits, etc., ce qui est vrai d'ailleurs. Mais il y a aussi des choses qui ont été construites et pensées, je dirais, et par des politiques successives pour construire la bioéthique. La bioéthique, c'est un terme ancien qu'on retrouve chez les Grecs, qui pose la question de finalement comment on arrive à trouver une ligne de crête entre les progrès de la science, qui sont majeurs, massifs en ce moment, massifs, et puis les évolutions de la société, qui elle évolue aussi. Il y a deux générations, la société n'était pas la même, ses attentes n'étaient pas la même, la vision qu'il y avait sur des sujets n'était pas la même. Et on essaie de trouver cette ligne de crête, comment faire que la science puisse à la fois être acceptée par la société et que la société s'en empare. La bioéthique moderne, en fait, elle s'est construite au moment du deuxième procès de Nuremberg. Alors vous avez tous, même les plus jeunes, entendu parler du premier procès de Nuremberg, qui est le procès des dirigeants nazis, qui s'est fait par l'Amérique du temps où il y avait encore une démocratie américaine. Mais ça va revenir, je vous rassure. Qui était le jugement des dirigeants nazis. Puis il y a eu un deuxième procès de Nuremberg, 1 an et demi plus tard, en 47-48, qui était le procès des médecins nazis qui avaient pratiqué, au nom de la science, des expériences absolument effroyables dans les camps de concentration, à la fois sur les juifs, mais aussi des populations d'Europe orientale, dans des conditions absolument abominables, et qui surtout n'avaient abouti à rien en termes de scientifique. Ça n'avait strictement rien apporté en termes scientifiques. Donc au nom de la science, des choses effroyables qui n'apportent rien. Et ce deuxième procès de Nuremberg, quand j'ai été nommé président du CZNE, vous avez compris que je ne suis pas un éthicien professionnel. On m'a nommé président du Comité consultatif national d'éthique, mais je n'ai pas fait toute ma carrière de réflexion dans la bioéthique. Je me suis emparé, entre guillemets, de cette bioéthique dans un deuxième temps de ma vie. Et j'ai regardé qui étaient ces médecins nazis. Et contrairement à ce que je pensais, ce n'étaient pas des petits médecins qui avaient suivi, comme on peut suivre et être parfois des mouvements politiques. Non, c'était des grands patrons de Munich et de Berlin. Et la médecine allemande, dans les années 30-40, était la médecine la plus puissante d'Europe. Elle était très en avance sur le modèle français et sur la recherche en France. Les Américains, d'ailleurs, ont récupéré un certain nombre de ces grands savants allemands, à la fois dans le nucléaire, mais aussi dans le domaine médical. Et donc, avait construit ça, une série de grands patrons qui, au nom de la science, avaient complètement dérivé. Pourquoi je passe un peu de temps là-dessus? Parce que on a tendance à l'oublier dans notre monde un peu propre maintenant. Enfin, encore que, avec ce qui se passe en ce moment, on voit bien que la force reprend beaucoup de points de ce qui a pu possiblement se passer. Mais il ne faut jamais oublier ça, c'est-à-dire que la science n'est ni bonne ni mauvaise. On peut ensuite, elle est là pour avancer, la science. Et au nom de la science, on peut conduire à des situations qui sont totalement dramatiques. D'où une idée à partir de là, de s'interroger et de mettre, sans rentrer dans la régulation, mais de s'interroger sur ce que nous faisons. Est-ce que, finalement, toute la science, est-ce qu'elle est bonne à prendre ou pas bonne à prendre? Alors, c'est dans ce contexte qu'en France, en 1983, a été créé pour la première fois le Comité consultatif national d'éthique. À l'époque, la gauche venait d'arriver au pouvoir, c'était François Mitterrand. Une série de jeunes énarques qui l'accompagnaient avaient réfléchi déjà, parce qu'on a vu un conseil de l'ordre qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait été l'ordre des médecins en France dans des situations un peu compliquées, disons, pour résumer, et où la gauche ne voulait pas donner au Conseil de l'ordre national des médecins cette fonction de vision sur là où elle est la science. Je ne choque pas si vous êtes au Conseil de l'ordre, c'est pas, je raconte comment ça s'est passé.
et avait souhaité créer donc une instance de réflexion sur ces enjeux, donc où va la science. Alors le CCNE donc ensuite a évolué, mais pour vous situer, on est actuellement 45 membres. Il y a seulement un tiers de médecins et de chercheurs. Les 2 autres tiers sont des juristes, des philosophes, des gens de sciences humaines et sociales. Il y a 5 représentants de la société civile depuis la dernière loi de bioéthique de 2021. Les gens sont nommés par les pouvoirs publics, le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé, la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Collège de France, donc des grandes institutions françaises nomment au sein du Comité consultatif national d'éthique. C'est un truc typiquement à la française, c'est-à-dire il n'y a pas d'appel d'offres, on ne postule pas, on est nommé, entre guillemets, et le président, c'est-à-dire moi-même actuellement, on est nommé directement par le président de la République. D'où une question qui vient tout de suite, comment, avec ce type de nomination, on peut rester indépendant? Et comment cette structure, qui est une structure administrative indépendante, comment peut-on être indépendant lorsqu'on est nommé par le politique? Alors, je pose la question, je n'ai pas forcément la réponse. J'ai quand même quelques éléments de réponse qui sont la multidisciplinarité du Comité consultatif national d'éthique, c'est-à-dire que quand vous êtes avec des sciences différentes, et en particulier des sciences humaines et sociales associées à de la science dure, déjà la discussion, elle porte. Quand vous avez des grands juristes en plus avec, c'est une forme d'indépendance de construire quelque chose d'intelligence un peu commune et partagée. Le deuxième élément, c'est qu'on peut se saisir, on peut être saisi par les autorités, mais on peut se saisir des sujets. Vous savez que quand on se saisit d'un sujet, on peut se saisir de sujets qui ne plaisent pas forcément aux gens qui vous gouvernent. Troisièmement, nos opinions, nos avis sont publics, ils sont publiés. Et donc, à partir du moment où ils sont publiés, ils sont écrits dans le marbre, si je peux dire, et ils sont pris d'ailleurs ou pas par les instances gouvernementales. Le gouvernement peut ne pas prendre des avis du CCNE, ça lui est très difficile d'aller contre un avis du CCNE. Il n'est pas obligé de le prendre, mais c'est très difficile d'aller contre. Et puis, on est quand même, il faut quand même le rappeler, on reste une belle démocratie en France. Moi, depuis que je suis président du CCNE, je suis président depuis 8 ans et je vais terminer là dans les mois qui viennent. Je n'ai jamais reçu quoi que ce soit, ou même une insinuation, un ordre, entre guillemets, y compris du plus haut niveau de l'État jusqu'à des niveaux intermédiaires des ministères, pour me dire il faut changer votre opinion. Bon, jamais. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde, encore, en tout cas pour les mois qui viennent, après je ne sais pas ce qui se passera après les présidentielles, mais on est dans un monde où encore il y a une vision démocratique de la pensée et de la réflexion. Donc voilà le CCNE qui produit des opinions, des avis, et on est à peu près à 151 ou 152 avis. Un avis, comment ça se construit? Eh bien, on réfléchit tous ensemble une fois par an pour savoir vers quelle direction, quel avis on doit avoir. Puis ensuite, on a un retour, je vous en dirai un mot, des espaces éthiques régionaux qui nous indiquent certains sujets qu'ils voudraient voir discutés. Et puis ensuite, un avis du CCNE, c'est en gros un an de travail. Il y a je nomme moi 2 responsables pour porter ça. Il auditionne, il écrit. Il y a des membres du CCNE qui continuent d'écrire. Donc c'est un exercice complètement à l'ancienne, qui se fait sans intelligence artificielle, mais peut-être pas pour très longtemps d'ailleurs. Mais en tout cas, pour l'instant, sans IA, sans ChatGPT, et qui met sur la table un certain nombre de grandes questions à propos de questions scientifiques et des enjeux éthiques que cela pose, avec des opinions qui peuvent être variées, et il y a la possibilité d'avoir des opinions minoritaires. Par exemple, sur l'avis, sur la fin de la vie, qui a lancé finalement tout le grand débat qu'on a depuis 3 ans, dans lequel tu es aussi impliqué.
et qui, j'espère, va se terminer là, le 30 juin par le vote à l'Assemblée nationale. Eh bien, dans cet avis du CCNE, sur le point particulier de l'aide active à mourir, qui suscite beaucoup de discussions, de questions, et qui est un sujet extrêmement difficile, extrêmement humain, personne n'a tort, personne n'a raison, c'est un sujet extrêmement difficile. Eh bien, nous avions un avis minoritaire d'un certain nombre de membres du CCNE par rapport à la position. Et on écrit 2 pages à la fin de l'avis sur l'avis minoritaire. Donc c'est un exercice assez particulier d'écoute des autres. On rentre avec une idée, et puis on écoute les autres, et on peut être amené à changer d'idée. Alors on peut considérer ça comme de la faiblesse. Il vaut mieux pas de temps en temps avoir une idée, on la porte, etc. Mais l'idée de faire évoluer, entre guillemets, sa pensée, parce qu'on a écouté les autres qui vous ont donné des arguments, c'est ça la construction d'une certaine forme de bioéthique, et dans une certaine mesure, ça devrait être aussi une forme de construction de notre démocratie. Donc voilà le premier outil. Le deuxième outil, il est arrivé 11 ans plus tard, avec les lois de bioéthique. Ça a été évoqué par votre doyen. Donc 83-94, on a la première loi de bioéthique, là aussi pensée par des têtes bien pensantes du Conseil d'État, qui avait dit oui, mais enfin, on a les avis du CCNE, mais est-ce qu'il ne faut pas, à certains moments, avoir une réflexion et qu'on inscrive dans la loi? Après, ça rentre dans le modèle français. Vous savez, ce pays adore les lois. Bon. Contrairement au modèle anglo-saxon, où il règle toute une série de problèmes assez équivalents aux nôtres, en les réglant d'une autre façon que par la loi. Nous, on adore faire les lois. Bon, après, on les utilise, on les utilise pas, mais bon. La loi de bioéthique a la particularité d'être tous les 5 à 7 ans, en général, après un début de nouvelle présidence de la République, mais pas toujours, ça peut être dissocié, et elle interroge sur un certain nombre d'évolutions de la science. La science évolue très vite, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, et encore plus vite là maintenant, me semble-t-il, et s'interroge sur ce qui est possible, pas possible. Par exemple, il y a quelques années, c'était sur le clonage humain. Elle s'interroge sur la question sur la fin de vie qui n'était pas dans la loi de bioéthique, s'interroge aussi finalement sur les lois successives sur la fin de vie, sur ce qui était faisable ou pas dans le domaine médical. On s'est interrogé lors de la loi de 2021, qui est la dernière loi, sur l'utilisation de l'origine des cellules souches, et qui peuvent être d'origine embryonnaire ou d'origine en IPS, en cutanée, et de s'interroger non plus d'où elle venait, poser la question de l'embryon, mais de savoir ce qu'on en faisait. Hein, si vous dites à une cellule souche, ma cocotte, je te donne un signal pour te transformer en cartilage articulaire de l'épaule, on est dans la médecine du futur et de demain. Si on lui dit, je te transforme, tu vas te transformer en spermatozoïde et en ovocyte, et on va faire un embryon complètement de novo, qu'on pourra modifier génétiquement, là vous comprenez qu'on est en droit de se poser certaines questions. Est-ce que c'est totalement logique? Donc voilà le type de grande question qui est posable. Donc cette loi de bioéthique, elle survient tous les 5 à 7 ans, souvent elle prend un peu de retard. La dernière loi de bioéthique de 2021, qui était survenue après le début du Covid, alors que nous avions fait les États généraux en 2018, a sorti par exemple 2 points dont vous vous souvenez. C'était l'ouverture de l'AMP pour les femmes seules et les couples de femmes. Donc on est là où les techniques médicales posent une question sociétale, hein, et on répondait à une question sociétale. Et puis, il y avait aussi un autre point sociétal qui était l'accès aux origines pour les enfants nés de dons de gamètes, et en particulier de dons de spermatozoïdes, et qui réclamait, entre guillemets, d'avoir quelques données sur le donneur. Mais en sachant qu'on avait dit 15 ans avant au donneur qu'il donnait son sperme, mais dans un complet anonymat. Donc, où était la balance entre le désir de l'enfant devenu adulte ou devenu adolescent, d'avoir quelques données sur son père par rapport à l'anonymat qu'on avait promis au donneur. Donc vous voyez le type de grande question sociétale là qui se pose, et j'ai évoqué tout à l'heure les cellules souches. Alors le troisième élément de la construction de la bioéthique en France, ce sont
c'est les états généraux de la bioéthique avec les espaces éthiques régionaux. Donc il existe un espace éthique régional dans chaque grande région de France, souvent démultiplié, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Clermont, même chose entre Toulouse et Montpellier, Bordeaux, Limoges, Poitiers. Enfin, vous voyez, il y a une couverture qui existe de ces espaces éthiques régionaux, qui existe également en Outre-mer, dans l'ensemble des territoires d'Outre-mer. On a inauguré celui de Guyane début janvier de cette année. Et ces espaces éthiques régionaux, qui sont financés par des financements de la DGES, sont là pour non pas servir de comité d'éthique de type CPP pour voir évaluer, contribuer à l'évaluation de tel ou tel projet de recherche, peuvent jouer un rôle dans les grands enjeux d'éthique médicale hospitalière, mais il y a parfois des comités d'éthique intra-hospitaliers qui jouent ce rôle, mais sont là pour justement avoir une forme d'animation, de réflexion sur le territoire, et d'aller poser, discuter, soulever, faire sortir un certain nombre de questions qui se posent. Et donc vous en avez un à Grenoble pour ça. Alors, la dernière loi de 2021 précise que le CCNE doit organiser ses états généraux de bioéthique avec les espaces éthiques régionaux. Et moi, ça fait, depuis que je suis arrivé au CCNE, j'ai souhaité porter plus ce partenariat avec les espaces éthiques régionaux, parce que je voulais sortir le CCNE de ce que j'appelle gentiment, avec moquerie, mais du club d'intellectuels du 7e arrondissement. Alors pourquoi le 7e arrondissement? Parce qu'à Paris, le CCNE est situé tout près de l'Assemblée nationale, dans le 7e arrondissement, 7e arrondissement un peu chic parisien, qui correspond un peu à l'ambiance un peu des intellos du CCNE. Et moi, je souhaitais que la bioéthique puisse être discutée, mise en avant dans les territoires, qu'on puisse discuter de ces sujets, y compris avec les citoyens des territoires pouvant commencer dans le 94, à mes yeux. Mais que c'était important et que ça ne reste pas seulement une réflexion d'intellectuels, aussi brillants soient-ils, mais qu'on on rentre cette bioéthique dans d'un enjeu de démocratie en santé. Alors, c'est le cas des États généraux de la bioéthique. Ces États généraux, donc la loi nous indique que des États généraux doivent être organisés avant chaque loi de bioéthique. Pourquoi? C'est pour préparer, entre guillemets, sur une série de grandes questions, faire discuter, faire soulever un certain nombre de questionnements, des sujets qui peuvent venir des citoyens eux-mêmes, mais aussi des scientifiques et des médecins. Les scientifiques et les médecins, je vous le rappelle, nous sommes aussi des citoyens. Et donc, on se pose des questions d'ordre très technologique, très scientifique, mais on a également, et vous avez tous à certains moments, des questionnements sur ce que vous êtes en train de faire. Et sinon, c'est probablement qu'il y a la science, une fois de plus, avance, mais en permanence, quand on construit de la science, la fabrique de la science conduit à réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. Donc alors, ces états généraux de la bioéthique, on vient de le faire là durant les 6 derniers mois, ça a comporté à peu près, retenez les chiffres, 330 débats en région, 20 000 personnes. Alors, moi, mon petit-fils me dit, c'est bien ce que tu fais, Daddy, mais tu comprends, un match de foot au Stade de France, c'est 45 000 personnes. Donc, il ne faut pas se leurrer non plus. Il faut rester à sa place. On touche un peu de monde, mais on ne renverse pas la table sur penser que la France va s'occuper de bioéthique. Mais voilà, ça commence à prendre. Et il y a eu une série de débats menés par les espaces éthiques régionaux avec le support des doyens de médecine que j'avais été voir à l'automne, pour justement essayer qu'on discute aussi de ces sujets avec une population plus jeune. Il y a eu une quinzaine au total de réunions avec les étudiants en médecine dans les différentes facs, des étudiants en droit. On a fait 17 journées des lycéens. À chaque fois, il y a 30 ou 40 classes qui viennent et qui animent et qui préparent. Donc d'essayer de toucher une population un tout petit peu plus jeune, parce que finalement, réfléchir à la bioéthique, c'est souvent des gens de mon âge qui le font, mais en fait, on le fait pour vous. On le fait pour la génération de demain, pour la génération du futur. Quel monde on veut vous laisser dans une certaine mesure et quelles pistes on a pour construire.
Alors, le deuxième élément des États généraux, c'est les auditions qui sont menées par le CCNE, où on auditionne les sociétés savantes, les scientifiques purs et durs, les grands courants de pensée, des ONG, des associations. C'est-à-dire, on essaie d'avoir une large vision. On a auditionné 160 structures. On a monté un comité citoyen à qui on a posé 2 questions avec le CESE, qui est la 3e grande structure après l'Assemblée nationale et le Sénat, avec qui on avait beaucoup travaillé sur la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et on a monté avec eux un comité citoyen à qui on a posé 2 questions, l'une autour des tests génétiques en population générale et l'autre sur la sobriété, qui va être le sujet de tout à l'heure, qu'on va vous expliquer plus en détail. Et puis enfin, on a organisé de grands débats sur certains sujets avec l'Académie de médecine, on en fait partie avec Franck, avec l'Académie des sciences sur santé-environnement, avec les grands organismes de recherche, le CNRS et l'INSERM, sur les organoïdes, vous savez, c'est issu de la recherche sur les cellules souches. Donc voilà, d'essayer de toucher à la fois une population citoyenne un peu intéressée, il y a des biais, n'importe qui ne va pas dans les espaces éthiques régionaux, mais de faire remonter et de permettre le débat. C'est un exercice qui, à mes yeux, et moi je porte beaucoup ça depuis quelques années, qui s'inscrit dans cet enjeu de démocratie en santé, dont le schéma est assez simple, hein. C'est un triangle. Vous avez le décideur qui est en haut du triangle, qui peut être le décideur politique, par exemple, hein, quel qu'il soit. Vous avez l'expertise avec les médecins, les experts sur le côté droit du triangle. Et vous avez à gauche, dans le 3e coin du triangle, la voie citoyenne. Sur des grands enjeux de santé, sur des choix de santé, dont on parlera peut-être tout à l'heure, penser que seule la décision politique va changer les choses est une grave erreur. On est en démocratie, c'est à eux de décider. On les a élus pour ça. Faut-il encore qu'ils fassent le job? Penser que les experts savent tout, c'est une grave erreur. Ils savent beaucoup de choses. J'ai été expert, je suis issu de ce milieu-là. On pense savoir beaucoup de choses. Mais c'est une erreur. La voix citoyenne, sur un certain nombre de sujets, est fondamentale à entendre, y compris sur des sujets difficiles. Y compris sur des sujets difficiles. Alors on me dit, mais là tu rêves, comment veux-tu que les gens comprennent sur la complexité en génomique de CRISPR-Cas9, des ciseaux génétiques, etc. Non, ils ne comprennent pas forcément. Mais si on leur explique assez simplement qu'avec un certain nombre de ciseaux génétiques dont on leur dit, mais non, ne cherchez pas à comprendre. Mais on peut couper des bouts de notre ADN, et on peut éventuellement repositionner. Et on peut faire ça sur un embryon avant de le faire. Et ensuite, on peut injecter tel ou tel gène ou supprimer tel ou tel gène, et donc faire une sélection, entre guillemets, d'embryons. Les gens comprennent parfaitement. Parfaitement. Les Français sont, comme toujours, beaucoup plus intelligents qu'on ne veut bien le croire. Hein. Donc il y a une série sur les enjeux de procréation, sur les enjeux de génétique en population générale, ils sont parfaitement capables de comprendre les enjeux. Après, les éléments de réponse, c'est autre chose. Les éléments de réponse vont être issus de la discussion. Donc voilà où on en est. Alors, on vient de rassembler, j'ai bouclé ça hier soir, tout ça, c'est-à-dire de comment on rassemble tout ce qu'on a entendu, les questions qui se sont posées, en les classant par grands thèmes. Je reviendrai rapidement sur les grands thèmes avant de laisser la parole à Franck. Et on fait un rapport, entre guillemets, qui est le bilan des États généraux de 2026, qui est aussi neutre que possible. Hein, le CCNE ne donne pas son avis, là, les membres du CCNE ne donnent pas leur avis. Ils disent, voilà, sur la génétique, on a entendu tel et tel point, et il y a telle question qui sort, je vous donnerai quelques questions qui vont sortir. Même chose en procréation, même chose en neurosciences, par exemple, sur la neurostimulation, par exemple, ou sur d'autres sujets. En dons d'organes, donc xénogreffe, par exemple, aussi, sont sortis une série de choses. Et puis après, le CCNE va travailler là-dessus et sortira un avis, son propre avis, qui sera une sorte de boussole pour la construction de la loi de bioéthique, et évidemment, ça a été rappelé tout à l'heure, par un temps de campagne présidentielle. Donc on va sortir notre avis début novembre, je pense, qui se focalisera probablement sur un certain nombre de points,
qui pourra prendre parti en disant le CCNE pense que, voilà, sur tel sujet, il pense que, et qui sur d'autres sujets ne prendra pas parti, mais dira il y a telle question qui se pose, et pour le futur, il faut qu'en fonction de ce qui sera décidé dans la future loi de bioéthique, on peut aller vers telle direction ou telle autre en fonction de tel point. Alors, tout ça se construit dans la vie du CCNE avec ce mélange très particulier où on mélange les disciplines, où on a à la fois de la science et avec des gens qui sont d'anciens professeurs au Collège de France, qui ont été des grandes figures de notre science française, et puis des philosophes, de grands juristes, de conseillers d'État, enfin bon. Et c'est très intéressant de voir comment on arrive à sortir de nos silos, qui est quand même un des problèmes majeurs du système français en ce moment, de nos disciplines, de rester toujours un peu accrochés à nos trucs, pour justement avoir cette vision, une vision un peu plus globale, et qui permet surtout la discussion et d'entendre les autres. Alors pour terminer, de quoi parle-t-on en fait? De quel sujet? Eh bien, on a les grands sujets de la loi de bioéthique qui concernent la génomique, qui concernent la reproduction, qui concernent les neurosciences, les cellules souches et les organoïdes, don d'organes, transplantation, xénogreffe. Puis il y a des sujets qui sont arrivés au fur et à mesure, qui n'existaient pas dans la loi de bioéthique initiale, et vous allez comprendre pourquoi. Intelligence artificielle et santé, ce n'était pas dans la loi de 91 qu'on pouvait parler de ça. Et puis quelque chose qui fait une éruption là, cette année, beaucoup plus qu'en 2018, sur santé, environnement, climat et alimentation. Et puis on avait mis 3 sujets nouveaux pour cette année, qui étaient la sobriété en médecine, le juste soin. Un deuxième sujet qui est assez proche, en tout cas, mais qui est loin, mais qui flirte un peu avec le premier, qui est sur la prévention et les nouveaux enjeux de prévention. Et puis un troisième sujet qui était la santé en Outre-mer, parce que vous n'imaginez pas comment, dans un certain nombre de départements d'Outre-mer, alors que nous sommes en France, il existe des disparités extrêmement fortes sur l'accès aux soins et sur l'organisation de la santé en général. Alors, le sujet de juste partager avec vous deux, trois retours de ces états généraux, avant d'aller sur sobriété. Ce qui sort très fort, c'est les enjeux autour de la génétique et de la génomique. Je vais très simplifier, s'il y a des spécialistes de génétique dans la salle, vous m'en excusez d'emblée. Mais en gros, alors qu'il y a des progrès fantastiques qui ont eu lieu en génétique, la génétique a été utilisée beaucoup à visée de diagnostic et de façon récente à visée de thérapie génique. On est vraiment dans l'ère des thérapies géniques qui arrivent. Et la question qui se pose là, dans ces états généraux, c'est d'utiliser la génétique à visée comme outil de prévention et de dépistage. C'est-à-dire se dire, voilà, si on fait des tests génétiques et qu'on vous fait, à la limite, un séquençage à haut débit, et qu'on repère un certain nombre de mutations dont on sait qu'elles peuvent, dans certains cas, être associées à la survenue d'une pathologie, est-ce que si je le sais d'avance, je vais avoir des comportements qui vont être différents, ou si je le sais d'avance avant que je constitue mon couple, et si je sais que ma partenaire a telle carte génétique avec tel endroit, est-ce que je peux faire du dépistage préconceptionnel? C'est cette vision très nouvelle d'utiliser les tests génétiques à visée de prévention et de dépistage. Je ne sais pas si on va y aller. Ça pose de multiples questions, vous imaginez, dans le préconceptionnel en particulier, puisque si on commence à sélectionner beaucoup, certains vont dire qu'on va rentrer dans une forme d'eugénisme, entre guillemets. Sur les enjeux de procréation, il y a reste et de reproduction, il y a beaucoup d'enjeux. Les deux grands enjeux que je vois, c'est l'utilisation des techniques qu'on appelle les DPIA, c'est-à-dire ces techniques qui permettent sur des embryons d'aller repérer des embryons dans les techniques d'AMP, qui permettent de repérer des embryons qui ne sont pas tout à fait normaux, qui pourraient expliquer un certain nombre d'échecs de l'AMP et qui posent discussion d'utiliser ce type de test.
Et puis, bien sûr, il y aura de nouveau un grand débat sur la GPA, la grossesse pour autrui, qui est demandée par certains, au contraire refusée totalement par d'autres. Vous voyez que je ne prends pas parti, là. Je vous dis les sujets qui sont sur la table et qui seront discutés. Il va y avoir beaucoup de choses qui sont sorties sur greffe et xénogreffe. Vous savez qu'en France, on a été très novateur dans le domaine des greffes, et en particulier des greffes rénales, et puis que maintenant on stagne, où on a une diminution du don par rapport à d'autres pays. Et là, on touche à quelque chose de profondément éthique et sociétal, de solidarité vis-à-vis des autres, et avec un certain nombre de questionnements qui se posent et qui sont sortis beaucoup des citoyens sur le sujet. Puis xénogreffes, qui sont ces nouvelles techniques de greffe de ran de porc génétiquement modifiés, et qui sont complètement du domaine de la recherche, mais qui interpellent sur le type de patient sur lequel ça va être fait, et qui posent toute une série de questions. Et là, c'est plutôt les spécialistes qui interpellent. Beaucoup d'enjeux, je vous l'ai dit, sur le numérique et puis sur les enjeux de santé-environnement. Alors peut-être, avant de passer à sobriété, partager 2-3 points avec vous. Ce qui sort beaucoup, on en parlait tout à l'heure, lors de ces états généraux, c'est la notion que vous n'avez peut-être pas tous dans cette salle, qui est une notion ancienne, qui n'a rien de révolutionnaire. C'est bien distinguer ce qui est, et Franck vous le dira avec d'autres mots tout à l'heure, c'est bien distinguer ce qui est la santé du soin. Si on regarde la définition de la bonne santé en prenant la définition de l'OMS qui vaut ce qu'elle vaut, dans la bonne santé, 80% de notre bonne santé, par exemple de l'augmentation de la durée de vie en France pour ma génération qui a été considérable, elle n'est pas liée à l'innovation thérapeutique. Elle n'est pas liée à l'innovation en général. Elle est liée aux enjeux d'environnement, d'alimentation, à des enjeux culturels, à des enjeux sociétaux. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on appelle les déterminants de la santé, qui ne sont pas liés à la machine de production de la science. Et seuls 20% sont liés à ce qui fait notre boulot à nous tous et ce qui va faire votre boulot, dans une certaine mesure, encore vous le verrez probablement différemment, c'est-à-dire la science qui avance. Je vous demande de réfléchir. Moi, si vous retenez qu'un seul truc que je vous ai dit cet après-midi, c'est ça. Ne pas confondre ce qui est la santé du soin et que 80% de notre santé est liée aux déterminants de la santé. Parce que à partir du moment où on pense ça, et on l'accepte, et il y a des papiers, il y a une série de papiers, et c'est pas nouveau, une fois de plus, les gens de santé publique le disent depuis longtemps. Et il y a une série de très bons papiers sur le sujet. Eh bien, on doit s'interroger finalement, où doit porter notre effort? Est-ce qu'il doit continuer à se porter uniquement sur le care, ou est-ce qu'il faut qu'il se porte avec une vision plus globale autour des déterminants de la santé? Alors, c'est un peu dans cet esprit que le sujet sobriété avait été porté et mis sur la table par le CCNE pour 2 raisons. Et je laisserai ensuite la parole à Franck. La première raison, c'est que nous avions sorti un avis au sein du CCNE il y a maintenant 1 an et demi sur le fait que la médecine pouvait conduire à des situations de fragilité. C'est-à-dire que le rôle de la médecine, évidemment, est de soigner dans une certaine mesure, mais le soin peut conduire à des situations de fragilité. Et on est de plus en plus dans ce type de situation. On est, par exemple, un certain nombre, les maladies chroniques qu'on va avoir à gérer sur les 20 ans qui viennent, 35 millions de personnes en maladies chroniques sont une forme d'exemple. D'autres exemples plus complexes, comme quand on est en 4e, 5e ligne de chimiothérapie en cancer, le modèle de la médecine est conçu pour faire. Et en gros, pour les étudiants dans cette salle, c'est rare qu'on vous apprenne à ne pas faire. On nous apprend à faire, c'est rare qu'on vous apprenne à ne pas faire, et à réfléchir et à décider de ne pas faire. Et donc ça peut conduire à des états de fragilité, d'une certaine mesure, en toute bonne intention, hein, mais dans des situations qui sont complexes. Ça, c'était l'avis du CCNE. Puis par ailleurs, à l'Académie nationale de médecine, il y avait un avis
fait par le comité d'éthique de l'Académie de médecine, qui s'appelait la sobriété en médecine, en se posant la question finalement, à la fois allant pouvant aller jusqu'au juste soin, et en se disant, est-ce qu'on n'est pas dans un système, et je laisse la parole à Franck à partir de là, qui est en train de s'emballer, qui est construit sur la production du soin, plus que finalement sur la bonne santé, mais qui est un système de productif autour du soin. Et enfin, le dernier point, qui moi m'avait interpellé, c'est que j'avais vu, c'est un exemple, hein, et vous verrez le questionnement éthique qui peut se poser. J'avais vu, et c'était sorti l'an dernier au mois de juillet, le bilan de très grosse structure qui a des cliniques privées en France, et en particulier des centres d'hémodialyse. Et ils avaient sorti en juillet 2025, en toute transparence, leur bilan de 2024. Et dans le bilan de 2024, sur 3 grands centres d'hémodialyse, l'un à Montpellier, l'autre dans la banlieue sud de Lyon et le 3e à Nancy, ils avaient mis le même groupe privé, avec des médecins totalement différents, des centres totalement différents, 36 patients de plus de 95 ans en hémodialyse. Alors, on peut mettre quelqu'un de plus de 95 ans en hémodialyse. Je ne parle pas de gens qui étaient sourds artificiels et qui atteignaient 95 ans. La question ne se pose pas, il faut le poursuivre. Bon. Là, c'était la mise sous hémodialyse. Alors, on peut peut-être, pour certains, admettre qu'on peut mettre quelqu'un de 95 ans en hémodialyse. Mais enfin, quand même, si on sait les problèmes d'abord vasculaires que représente quelqu'un de 95 ans, la fatigue que représente 3 fois 7 heures de mise sous machine chaque année, les transports de chaque semaine qu'il peut y avoir, 3 séances d'hémodialyse par semaine, on peut s'interroger si là, on est véritablement dans un état de sobriété ou si on n'est pas en train, c'est pas la machine de production qui est en train de déraper. Et c'est la question pour laquelle on a mis sobriété. Ce sujet sobriété va vous être expliqué par Franck. Il a très bien marché lors des États généraux, dans plusieurs endroits, chez les jeunes, chez les moins jeunes. Il pose des questions extrêmement difficiles qu'on reprendra peut-être ensemble à la fin. Merci beaucoup, je passe la parole à Franck. Merci beaucoup et merci donc pour cette invitation. Merci Madame la Directrice, Monsieur le Doyen. Bonjour à tous. Donc, dans la suite de ce que vient de dire Jean-François Delfrécy, j'aimerais aborder avec vous le problème de la sobriété. C'est en fait la suite d'un certain nombre de réflexions et de présentations que j'ai pu faire. Jean-François le rappelait, au comité d'éthique de l'Académie de médecine, et puis il y a un certain nombre de colloques. Et en ce moment, ça doit être à peu près 1 fois par semaine qu'on me demande d'intervenir sur ce sujet pour dire à quel point, effectivement, ce point est brûlant. Alors, j'ai préféré prendre quelques diapositives parce que pour illustrer et aller un peu plus vite dans le propos. Mais avant de commencer, j'aimerais vous raconter une toute petite histoire. Je suis cancérologue de formation. J'étais le vrai cancérologue, clinicien. On enchaînait le service de jour, les consultations, etc. Et en plus, j'avais fait, alors à l'époque, c'était pas un M2, c'était un DERBH de biostat et un autre de pharmaco. Donc j'étais vraiment le produit pur sucre. Et il se trouve que j'étais au centre Léon Bérard à Lyon, et le directeur me dit « Tu ne veux pas m'aider dans la direction du centre ?» Et il me propose de prendre la direction adjointe du centre Léon Bérard à Lyon, donc centre de lutte contre le cancer. Et toutes les années, on allait voir ce qui n'était pas l'ARS, mais qui était encore l'ARH, avec qui on échangeait de façon très courtoise, et à qui on disait, vous savez, on a augmenté notre activité de 5-10%, et on nous félicitait. Personne ne nous demandait les résultats, hein, bien sûr que non. Mais on nous disait, l'activité augmente, c'est bien. Et en rentrant, on ouvrait de champagne, on avait encore le droit de boire dans les hôpitaux à cette époque, et
au bout d'un moment, je me suis dit, mais on est complètement idiot, quoi. On ouvre le champagne, on se réjouit parce que notre activité augmente. C'est complètement idiot. On sait que 40% à l'époque, maintenant 50% des cancers sont évitables. Et nous, on se réjouit d'avoir de plus en plus de cancers. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre système? Donc j'ai décidé de quitter le centre Léon Bérard. Je suis parti à Saint-Étienne créer un centre de prévention sur les cancers. Et depuis, mon dada, c'est la prévention. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que, en fait, je me suis aperçu en discutant avec les uns et les autres, et je vais m'adresser surtout aux plus jeunes d'entre vous, je ne sais pas si c'est la Gen Z ou celle qui est juste avant, mais en fait, vous êtes dans un service, vous pensez être dans un système de santé qui n'est pas le vrai système dans lequel vous êtes. Et en fait, dans nos études de médecine, notamment, je ne sais pas le nombre de médecins par rapport aux scientifiques qui sont dans cet amphi, mais en fait, on a une formation qui ne nous prépare pas à exercer dans le système dans lequel on est, et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous. Alors, je vous ai mis ces quelques phrases, mais moi, celle de Denise Gabor, que j'aime bien, du prix Nobel 71, ça ne date pas d'aujourd'hui, et qui dit « À partir du moment où une technologie existe, vous pouvez être sûr qu'elle sera utilisée. Vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez, l'empêcher. De toute façon, elle sera utilisée. Donc, il vaut mieux savoir comment elle va pouvoir être utilisée plutôt qu'essayer de la restreindre. Et puis, j'aime bien cette phrase de Jacques Ellul, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un philosophe français, qui dit, en fait, la technique est devenue un système et l'homme est au service de la technique plus que la technique n'est au service de l'homme. Et je ne sais pas le nombre d'entre vous qui travaillent dans les services de cancéro, mais je pense que cette phrase veut dire quelque chose pour ceux qui sont passionnés de la dernière immunothérapie, du dernier truc, du dernier machin qui va tout révolutionner. Alors, quand on réfléchit sur la sobriété, moi, ce que je vous propose, très rapidement, c'est d'avoir un cadre de réflexion. Parce que, voilà, moi, j'aime bien essayer de réfléchir dans des cadres, mais c'est parce qu'on est fait comme ça. Et je vous propose quatre articles qui sont anciens. Le premier, c'est 77, d'un dénommé Grünberg. Grünberg, c'est qui? Grünberg, c'était un psychiatre qui était en même temps médecin de la santé publique et qui a écrit en 77 un papier qui, moi, quand je l'ai lu, m'a vraiment bouleversé. Et il a écrit un papier qui s'appelle « The Failure of Success ». Et ce papier disait, en fait, tous les pays qui voudront augmenter l'espérance de vie plus vite que l'espérance de vie en bonne santé verront leur système de santé complètement saturé par la maladie chronique. 77. Et en fait, il reprenait les écrits d'un autre qui s'appelle Osler, qui en 1904 disait exactement la même chose. Il disait en fait, si vous voulez augmenter la durée de vie, mais que vous n'augmentez pas la durée de vie en bonne santé, vos services de santé, en fait, ne peuvent plus fonctionner au bout d'un moment. C'est exactement ce qui est en train de se passer en France. Et ça se passe depuis maintenant une dizaine d'années. Ça date pas d'hier. Deuxième papier que je vous propose, si ça vous intéresse, si ces choses-là vous intéressent, c'est un papier d'un prof de santé publique, de McMaster au Canada, qui s'appelle Producing Health, Consuming Healthcare. Il nous dit quoi? Il nous dit, en fait, si vous voulez remplacer la production de santé par la production de soins, vous faites fausse route, car les soins n'ont jamais produit de santé. Et on sait, par exemple, qu'il n'y a pas de relation dans un pays entre le nombre de médecins et l'état de santé de la population. Pas du tout. Il n'y a pas de corrélation. Donc, tous ceux qui disent l'accès aux médecins, etc., en fait, c'est faux, ça ne repose pas sur des données scientifiques étayées. Et d'ailleurs, le troisième papier que je vous propose, qui est celui de Donald Berwick. Donald Berwick, c'était le patron de Medicaid et Medicare aux États-Unis, médecin de santé publique aussi, qui a écrit un papier qui dans notre domaine, la santé publique est la référence, qui s'appelle le triple M, Health, Care and Cost. Il dit que tous les systèmes de santé
devrait être organisé pour produire autant de santé que de soins et au coût moindre. Et Donald Berwick dit, mais si vous voulez produire de la santé, si vous voulez avoir une population en bonne santé, ce n'est pas des hôpitaux qu'il faut construire, c'est des écoles. Car, en fait, tout se joue à l'école, et dans les hôpitaux, c'est trop tard. Et il nous dit quoi, en fait? Il nous dit, en fait, il faut considérer les malades qui arrivent dans un hôpital comme un échec d'un système de santé, plutôt que de les considérer comme une source de revenus. Je fais assez simple, on est entre nous, et vous voyez ce que je veux dire. Et puis je vous invite à une quatrième réflexion, qui est Winnicott, pédopsychiatre, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui a écrit une belle phrase que moi j'aime bien, et je l'ai pris dans le bouquin, bien sûr, de Worms, de Frédéric Worms, hein, qui était au CCNE, qui était patron de Normal Sup, et en fait qui dit, si le Caire pouvait parler, il raconterait son long divorce avec le Cure. Et il dit quoi, en fait? Il dit que nos systèmes de santé ont évolué progressivement vers des systèmes qui produisent du soin, mais qui ne produisent plus de santé. Et en fait, c'est toute cette réflexion qui a amené la réflexion sur la sobriété et la prise en compte aussi des vulnérabilités dont a parlé Jean-François, dont Winnicott parlait. Alors, ça c'est un cadre un peu conceptuel. Je vous propose un cadre philosophique et de relire, si ça vous intéresse, hein, si ces choses vous intéressent, de relire Max Weber, 1919. Il écrit un petit bouquin qui s'appelle « Le savant et le politique », en fait, qui est un mélange de deux écrits qu'il avait faits. Et il dit, en fait, le problème de nos systèmes, c'est qu'ils reposent sur une éthique de la conviction. Et appliqué à la médecine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on fait les traitements parce qu'on pense qu'on doit les faire. Et il faut remplacer cette éthique de la conviction par l'éthique de la responsabilité. On fait les traitements parce qu'on en attend un résultat. Et en médecine et en cancérologie, qui est ma spécialité, excusez-moi de revenir toujours à la cancérologie, très souvent, on fait des traitements parce qu'on pense qu'on doit les faire, sans être capable de dire le résultat qu'on pense en obtenir. Et ce changement entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité, 1919, c'est quand même pas d'aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès là-dessus. Et qu'en termes de responsabilité de résultats, il y a beaucoup à faire. Je vous prends un tout petit exemple. Vous savez que la France a fait un plan anti-chute 2022. On attendait moins 20% de chute en 2026 et il y a plus 12% de chute en 2026. Qu'en est-il de la responsabilité? Est-ce qu'il y a eu des démissions? Est-ce qu'il y a eu des remises en cause? Je n'ai pas entendu de manifestations des uns et des autres. Ça passe comme ça. On est passé au problème d'après. Alors, troisième cadre, qui est celui de notre système de santé, là je vais très très vite. Vous savez que notre système de santé a été construit sur deux influences différentes. Un, Bismarck, fin du 19e, qui commence à ce qu'on appelle socialiser le risque, c'est-à-dire les gens ont un risque, ils cotisent en fonction de leurs revenus et non pas en fonction de leur risque, ce qui est quand même une différence fondamentale par rapport à ce qui se passait, et Beveridge, qui écrit en 1942 l'État-providence, et qui dit en fait c'est l'État qui doit être responsable de ça. Et donc les deux que je vous ai mis, Pierre Laroque et Ambroise Croizat, qui écrivent les ordonnances de 1945, suivies de quelques ordonnances en 1946, eux, leur objectif, c'est l'accès aux soins pour tous. Et ils mettent en place 3 systèmes de prévention en plus, la PMI, la médecine scolaire, la médecine du travail, par 3 ordonnances. Les 2 premières sont en complète déshérence, et la 3e, bon, ce n'est pas l'objet d'en discuter ici. Mais je vous donne ce cadre parce que, au point où en est le système, beaucoup se posent la question de savoir si on peut continuer à être dans ce système, qui est un système socialisé et un système soutenable. Si le système est soutenable, est-ce que le nôtre l'est?
Alors, je fais la collection des déclarations de ministres, chacun son truc, je ne vous oblige pas à faire la même chose. Mais voilà, j'ai une petite collection. Je vous ai mis ici Agnès Buzyn, notre système hospitalier est à bout de souffle. Je vous invite vraiment à lire le discours d'Emmanuel Macron à l'Élysée. On était un certain nombre, tu y étais Jean-François, le 19 septembre 1900, vous y étiez. Et je vous invite à lire ce discours, vraiment, tous ceux que ça intéresse, parce qu'il est assez fondamental. Et il dit quoi? Notre course à l'activité est complètement folle, et de ce point de vue, notre système est absurde. Quand vous avez un président de la République qui dit ça, avec une ministre qui dit « nous sommes à bout de souffle », suivi d'un autre ministre, j'ai mis ici François Braun, j'aurais pu mettre d'autres, suivi par Yannick Noder, on était à Grenoble, il m'a semblé important de le dire, mais il dit exactement la même chose, ça pose quand même un problème. Ça veut dire que notre système, en fait, est en jeu. C'est plus un problème conjoncturel, c'est plus un problème structurel. On est rentré dans un problème systémique, c'est-à-dire on interroge le système. Et je vous ai mis ici les deux déclarations, Thomas Fatome en avril 2025, Catherine Vautrin suivie quelques jours après, avril 2025, eux, ils mettent en cause la soutenabilité. Et vous avez des gens qui commencent à poser la question du défaut de paiement de l'assurance maladie à très court terme, c'est-à-dire à 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on est vraiment rentré dans une crise de système qui est une crise extrêmement profonde, qui n'est plus le trou de la Sécu qu'on pensait combler avec, d'ailleurs on ne sait pas bien quoi, puisqu'on n'y est jamais arrivé, et on est rentré dans un fonctionnement systémique problématique. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on produit en fait? Que produit notre système? Qu'est-ce qu'il a produit depuis ces 70 ans, notre système? Alors, je vous ai mis ici les espérances de vie en bleu et en orange, et les autres, c'est les espérances de vie en bonne santé. Et vous voyez que depuis 70 ans, l'espérance de vie en France n'arrête pas d'augmenter. Et elle augmente de façon... On n'a jamais vécu aussi longtemps qu'en 2025. Jamais, de toute l'histoire de l'humanité. Et cette espérance de vie n'est pas accompagnée d'une espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire, on est dans ce que disait Grunberg, d'ailleurs, qui a donné un nom à une théorie qu'on appelle, quand on étudie les courbes de survie d'une population, qu'on appelle la théorie de Grunberg. Et vous voyez même que chez les femmes, depuis 20 ans, l'espérance de vie en bonne santé a plutôt tendance à régresser. Chez les hommes, ça a augmenté très légèrement. Ça veut dire quoi, ça, en traduction? Ça veut dire que notre système a un objectif, nous faire vivre plus longtemps. Et si possible en mauvaise santé, parce qu'en fait, ça fait tourner les hôpitaux. C'est ce que je vous disais au début. C'est-à-dire que Madame la directrice va se réjouir toutes les années d'avoir plus en plus de diabétiques, plus en plus de maladies respiratoires, de plus en plus de cancers, etc., etc. Et je le dis vraiment pour provoquer le débat, mais il faut avoir conscience qu'on est dans un système qui est quand même extrêmement bizarre, qui ne vit que parce qu'il y a de plus en plus de malades. Alors, je vous ai mis ici, à côté, c'est peu lisible, mais vous me croyez sur parole, c'est le taux d'augmentation des affections de longue durée. 14 millions en 2025, on était à 9 millions il y a moins de 10 ans. On attend 30 millions d'affections, enfin 25 millions d'affections de longue durée en 30-35. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand on va, comme ça, alimenter en affections longue durée notre système? Je vous donne un point quand même sur la transition épidémiologique. Quand vous regardez la composition des maladies dont souffre la société, la santé, la population, ce sont essentiellement des maladies que l'on crée nous-mêmes. C'est des maladies créées par la société. Et c'est Omran qui le dit, c'est le pape de la transition dans notre spécialité. Omran, c'est lui qui a décrit le premier la transition épidémiologique. Et il dit, on est passé des maladies aiguës, dont s'occupait Jean-François, c'est-à-dire des maladies virales, infectieuses, etc., aux maladies chroniques, dont une part extrêmement importante est évitable, à peu près 50%, et que la société crée elle-même. Je prends un exemple, l'obésité.
On est quand même dans un pays qui rembourse les médicaments anti-obésité et qui continue à cacher les escaliers derrière une porte alors que l'ascenseur trône en plein milieu des immeubles. C'est complètement idiot, ça n'incite pas les gens à prendre ni ascenseur, ni escalier, ni à se déplacer. Et vous voyez que petit à petit, la société, comme ça, crée des maladies. Et d'ailleurs, le système de santé est très content puisque ça lui fait de l'activité. Alors, et ça, c'est pour les plus jeunes, très rapidement aussi. Cette augmentation de l'espérance de vie s'est faite comment? Comment on a augmenté l'espérance de vie? Pendant toute une partie, je vous l'ai mis ici, et ça, je vous ai mis la production des Anglais, l'augmentation de l'espérance de vie a été faite en réduisant la mortalité néonatale et périnatale. C'est-à-dire, on empêchait les enfants de mourir. Et ça a duré, c'était à peu près jusqu'à la moitié du siècle précédent. Et les choses ont commencé à changer au milieu du siècle précédent, où l'augmentation de l'espérance de vie, c'est le deuxième, ça c'est les chiffres de l'INSEE. Vous voyez que la contribution des plus jeunes en jaune dans la première partie de 45 à 70 à peu près, c'était les plus jeunes qui contribuaient, et c'est très bien. Mais vous voyez que depuis les années 80, ce sont essentiellement les plus de 75 ans, les barres bleues, qui continuent à augmenter l'espérance de vie de l'ensemble de la population, et la contribution des plus jeunes, elle est négative. C'est-à-dire que nous sommes dans un système qui fait vivre plus longtemps les personnes âgées, en ayant fait le choix, et je crois que c'est un choix politique, que les jeunes vivent moins longtemps. On peut prendre sans avoir fait de choix. Mais ne pas faire un choix est un choix. Voilà. Enfin, en tous les cas, en politique, je pense que ne pas faire de choix est un choix. Et c'est pour ça que je dis que c'est un choix politique, au sens où il n'y a pas eu de choix, effectivement, on a laissé faire globalement les médecins. Et Stoddard nous dit, si vous confiez ça à des médecins, vous pouvez être sûr que vous allez aller dans le mur. Il ne faut surtout pas leur confier ça. Alors, si on avance un tout petit peu, comme vous ne me croyez pas, je vous ai fait ici, en pourcentage, l'augmentation de l'espérance de vie de l'ensemble de la population, des plus de 65 ans et des plus de 75 ans. Depuis 1945 jusqu'à 2025. En pourcentage, hein, ce n'est pas en années, ce n'est pas en brut. Et vous voyez que l'augmentation a été à peine de 30% pour l'ensemble de la population, a été pratiquement doublée pour les plus de 65 ans, et on est pratiquement à x2, chez les plus de 75 ans. Vous avez ici les femmes et voyez les hommes ici. Et les hommes, c'est vraiment à partir de 70 que cet effort du système a été axé sur la production de soins, en fait. Et la production de soins, ça consiste à faire quoi? À empêcher les gens de décéder. Et c'est Stoddard qui le dit. Alors, bien évidemment, je vous donne toute petite plaque sur les inégalités. Vous savez que la France est le pays le plus inégalitaire d'Europe. 13 ans d'espérance de vie de différence entre le 20e de revenus inférieur et le 20e de revenus supérieur. 13 ans, 10 ans chez les femmes. Et vous voyez qu'ici, en termes de maladie chronique, ça c'est la probabilité de vivre avec une maladie chronique, mais c'est la même chose pour avoir une maladie chronique ou en décéder. Vous voyez que c'est x3 sur les maladies psychiatriques, x3 sur foie et pancréas, x3 sur le diabète, x2 sur les maladies respiratoires chroniques. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un pays où il est normal, quand on a des faibles revenus, d'avoir plus de maladies chroniques que les autres, parce que c'est la même chose pour le diabète, c'est la même chose pour tout un tas de pathologies comme ça. La question, c'est est-ce que c'est tenable longtemps? C'est-à-dire, est-ce que c'est tenable longtemps d'avoir comme ça une population qui est très exposée à des pathologies, et les autres, la PIFIU, nous tous, ici, qui en réchappent parce que, globalement, on sait ce qu'il faut faire dans le système. Alors, je vous propose ici un diagnostic un peu à la hache, vous m'excuserez parce qu'on n'a pas de temps, mais quand on a du temps, on peut s'expliquer. Mais globalement, si vous regardez notre modèle de santé en France, c'est le moins élaboré de tous les systèmes. C'est ce qu'on appelle le sickness care model. C'est-à-dire, vous êtes malade, je mets un système de soins en face.
Il faut savoir que les pays d'Europe du Nord, ils en sont au 7e modèle. Ils sont dans le well-being model. C'est-à-dire qu'ils ont évolué comme ça. Vous savez qu'on décrit 7 modèles de santé et 8 maintenant avec le dernier de l'OMS. Et les pays d'Europe du Nord sont extrêmement en avance sur nous puisqu'ils sont déjà sur le well-being. Comment marche notre système? En fait, notre système est organisé comme un marché. Tout le monde dit c'est un service, mais non, c'est un marché. Quand vous regardez, il a tous les critères constitutifs d'un marché. Or, un marché a une constante, c'est qu'il ne peut que se développer. Parce que sinon, c'est la catastrophe. On le voit pour l'automobile en ce moment, on le voit pour le grand commerce. Moi, j'étais à Saint-Étienne, Casino a fait faillite. Et donc, ce système, comme ça, d'un marché, pose problème. Et puis, après, dans quel type de système de production on est? On est dans un système productiviste. Et je le disais au repas, en fait, il a été organisé sur le modèle des hypermarchés, ce qui sont les CHU, qui ont absorbé toute la médecine de ville, les proxy markets, etc. Tout ça, ça a été absorbé. Y compris pour faire tourner les services d'urgence, qui tournent avec des médecins généralistes, qui seraient bien mieux à faire médecins généralistes dans les quartiers auprès des populations en difficulté. Non, tout ça fait tourner ces grands hypermarchés. Et d'ailleurs, on a introduit à l'intérieur de l'hôpital tous les process industriels. Moi, j'étais dans le premier collège de l'accréditation. Ça vient de l'industrie. La checklist, elle vient de l'industrie. Le contrôle qualité, il vient de l'industrie. Et d'ailleurs, les directeurs ne sont plus des directeurs, c'est des managers de la santé. Ça vient de l'industrie. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, on est dans un système industriel de production de soins dont on sent qu'il est au bout de sa logique et au bout de son financement possible. Et toute la réflexion que mène le comité d'éthique est probablement autour de cette histoire. Alors, si j'essaye d'avancer, là encore, vous m'excuserez, c'est vraiment à la hache, quand on a du temps, on prend plus de temps. Il faut probablement rentrer dans le modèle, dans ce qu'on appelle le contrat social. Et le contrat social, et Jean-François le disait, en fait, c'est comment sont régis ces 3 pôles qu'on décrit en santé publique. Nous, c'est notre modèle. Vous savez, la santé publique, c'est des gens assez basiques, donc ils ont besoin de choses assez simples. Donc, il y a la société, le soignant et la population. Et en fait, les 3 sont régis par des contrats implicites, ce qu'on appelle des contrats implicites, et qui produisent en ce moment des tensions éthiques qui sont extrêmement fortes. Par exemple, vous savez que les médecins n'ont pas d'obligation de résultat. Ils ont une obligation de mise en œuvre de moyens. Et d'ailleurs, depuis les années 70, on a inventé le « quoi qu'il en coûte ». C'est-à-dire que les médecins peuvent consommer les soins qu'ils pensent devoir faire, quoi qu'il en coûte. Ça ne date pas du tout de la crise qu'on a connue tous les deux, bien sûr. Et après, le patient se pose la question, lui, de la perte de chance, etc., etc. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on est un certain nombre à penser qu'il faut y compris revoir le contrat social en même temps qu'on introduit la sobriété dans le système. Alors, j'avance très rapidement. Ce qu'il faut faire, en fait, il faut probablement agir aux 3 niveaux de notre système, au niveau de l'État, au niveau méso, c'est-à-dire des établissements des services, si on veut changer le système, et au niveau de la rencontre clinique et de la décision. Alors, qu'est-ce qu'on a comme système au niveau de la décision? Eh bien, en fait, on n'en a qu'un, on n'a pas des tonnes de modèles disponibles. On a celui de la décision partagée, et bizarrement, qui ne prend pas en France, qui a beaucoup de peine. Quand, par exemple, vous allez au Canada, la décision partagée est bien plus diffusée qu'en France. Et donc, on se pose la question de savoir pourquoi on n'arrive pas à faire marcher les décisions partagées en France, qui est la façon de prendre en compte les objectifs du patient et les objectifs du médecin simultanément dans la décision. Je n'ai pas la réponse, mais en tous les cas, c'est à peu près le seul modèle qu'on ait de prise de décision médicale qui arrive à intégrer tous les paramètres d'une décision équilibrée. Et pour terminer, en espérant ne pas avoir été trop long, et pour vous donner une perspective en vous disant que ce n'est pas fichu, les pays d'Europe du Nord, en fait, nous proposent un mode de réflexion. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent les systèmes de santé doivent choisir. Est-ce que vous voulez produire des soins
ou est-ce que vous voulez produire de la santé? Et ce n'est pas la même chose. La santé est essentiellement produite par les systèmes de prévention, les systèmes sociaux, puisque Jean-François vous a dit que 80% des déterminants de la santé sont extérieurs au système de soins. Et ça veut dire qu'il faut agir sur ces déterminants. Ou si on veut produire des soins, on a tout ce qu'il faut en France pour produire des soins. On est très bon pour produire des soins. En termes de ratio, on est un des pays qui produit le plus. Le seul problème, c'est qu'on a disparu de tous les classements mondiaux en termes de système de soins, y compris système de soins. Vous savez qu'on n'est plus dans les 20 premiers du dernier ranking mondial de 2026. Et puis, il y a deux autres questions, je fais très simple. C'est est-ce qu'on veut faire de la technologie une stratégie ou est-ce qu'on veut mettre la technologie au service d'une stratégie? Et si notre objectif, c'est d'augmenter l'espérance de vie des plus jeunes, il faut axer la technologie là-dessus. Si c'est pour faire vivre plus longtemps en dialyse des personnes qui ont 95 ans et qui ont 4 complications déjà, c'est une autre problématique. Mais en tous les cas, ce choix, il faut le faire. Malheureusement, en France, si je fais une analyse assez rapide, on est plutôt sur la production de soins. Vous savez qu'il y a eu pendant très peu de temps un ministre de la Santé et de la Prévention. Il a tout de suite été remplacé par un ministre de la Santé et de l'accès aux soins, ce qui vous donne une idée du débat et comment il est arbitré. Et sur la technologie, on est plutôt un pays qui pense que la technologie va tout résoudre. Et dernier point, je vous promets que j'ai fini, est-ce qu'on veut faire un système qui répond à la demande, comme notre système, ou un système qui répond aux besoins de la population? Or, actuellement, notre système il répond à la demande parce que pendant très longtemps, on a cru que la demande était le proxy des besoins. Et en fait, on sait que c'est faux. Et on sait que les populations qui auraient le plus besoin du système de santé sont les plus éloignées, et c'est elles qui expriment le moins de besoins. Et on voit bien qu'une partie de notre construction, en fait, empirique et théorique, est en train de s'écrouler sous ces données-là, et que probablement on est devant des choix qui vont être relativement difficiles pour les politiques qui vont avoir à les faire, parce que la prévision est autour de 45 milliards l'année prochaine de déficit. Je ne pense pas que votre génération acceptera indéfiniment de payer pour notre génération à crédit sans y trouver une partie de son compte. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Tout d'abord, merci beaucoup pour ces deux présentations et vous dire que je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que moi je serais ravie qu'on ait beaucoup moins de passages aux urgences, que peut-être on ait moins besoin de lits avec des infirmières qui travaillent la nuit, le week-end, les jours fériés, etc. etc. Donc complètement d'accord avec vous et vraiment merci pour la qualité des propos et l'intelligence de la démonstration. Par contre, vous l'avez dit, depuis 2017-2019, on parlait tout à l'heure de la STSS du président Macron, où tout était dit quand même, et tout le monde a applaudi, j'étais aussi à l'Élysée avec vous. Et puis ça n'a pas arrêté de dire qu'il fallait transformer les choses, mais il ne se passe rien, en fait. Et comment, selon vous, on arriverait à faire en sorte qu'on transforme ce système de santé autrement que par la chose à laquelle moi je me suis résolue de dire charge à nous sur nos petits territoires, là, dans notre sphère d'action possible, à modifier les choses, mais ça va être quand même très très laborieux parce que quand même effectivement j'ai besoin de faire rentrer de l'argent dans mon hôpital pour payer tout le monde, donc j'ai aussi besoin de participer à cette course à l'activité que je ne cautionne pas du tout, mais par quel bout prendre les choses pour que les politiques, vous l'avez dit, arrivent à s'engager dans une réforme du système de santé, puisqu'en fait ce qu'on voit c'est que chaque fois que quelqu'un essaye de faire quelque chose, le monde de la santé part en ébullition, tout se bloque encore plus. Donc, par quel bout prendre les affaires? Alors, tout à l'heure, à la fin de votre diapo, vous disiez qu'il y avait un rapport de Copenhague sur 4 scénarios pour transformer les choses. Voilà. On n'a pas l'impression que quelque part, il y ait une réflexion qui se pose sur
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par quel bout on prend les choses? Et est-ce que vous avez des informations à ce sujet, ou on va continuer de faire comme on peut en improvisant à droite et à gauche, à tout point du territoire français? Première chose, moi, qui me frappe, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que la santé d'une population. C'est-à-dire ce qu'on appelle population health dans la plupart des pays anglo-saxons. La culture en France est extrêmement faible. Or, il y a un cadre logique de ce qu'on appelle la santé d'une population. Première chose, et comme on est entre nous, l'autre chose qui m'apparaît, alors Jean-François va me dire que j'exagère, etc., donc il dira le contraire, c'est que je pense que la santé de la population n'intéresse pas grand monde. En fait, ça n'intéresse personne. Avoir une population en bonne santé n'intéresse personne. Et dans la crise Covid, dès qu'on a su que c'était une syndémie et non pas une épidémie, comme l'a dit Horton, le patron du Lancet, on s'est aperçu que l'essentiel des décès étaient des gens qui avaient des pathologies chroniques. C'est-à-dire qu'une population en mauvaise santé, actuellement, 31% de la population a une maladie chronique. Plus de 30%. A été traitée, a été hospitalisée, a consulté pour une maladie chronique l'année dernière. Et donc, en fait, quand vous avez une telle masse de maladies chroniques dans une population, ça la rend extrêmement fragile. Donc, premier point, il faut qu'on diffuse la notion de population health dans notre pays, comme ça se passe dans un certain nombre d'autres pays, et arrêter de penser que les soins produisent de la santé, ce qui n'est pas vrai. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut que la population soit prête. Et je pense que le discours de 2018, outre la crise qui est venue derrière, était en avance sur son temps, et que le système n'était pas prêt à se poser la question, comme l'a posé Jean-François avec le comité d'éthique, de la sobriété d'un système. Ce n'était pas du tout l'esprit en 2018, souvenez-vous. C'était pas du tout... On était encore dans on va produire, la technologie va résoudre tous les problèmes, on va faire ceci, cela. J'ai l'impression que la population évolue et que l'ensemble du milieu évolue. Et actuellement, j'accompagne un député qui s'appelle Cyril Isaac Sibyl, qui a une mission gouvernementale sur la prévention. Je pilote le comité d'experts. Je suis frappé de voir quand même comme les mentalités évoluent en ce moment sur le sujet. C'est-à-dire que la prévention, tout le monde a envie d'en faire. Alors, ils ne savent pas comment, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de truc derrière, il y a pas, enfin bon, peu importe. Mais en tous les cas, il y a une volonté. Donc, si vous voulez, des virages comme celui qu'on va devoir prendre, c'est probablement sur une vingtaine d'années que ça va se produire. C'est impossible de faire plus vite sur un système qui pèse quand même 270 milliards et qui consomme 21% de la dépense publique actuellement, alors que l'éducation n'en consomme que 8%, par exemple. Peut-être quelques commentaires pour revenir aux questions d'éthique, entre guillemets, mais qui ont été rappelées par Franck. On vit en France dans l'idée qu'on a un système de santé qui est très égalitaire. Et c'est faux. Hein. On a un ADN égalitaire dans le modèle français. Et en fait, c'est faux. Il vous a rappelé les chiffres. Il y a l'autre de différence en fonction du quartile de revenus. D'autres choses qui parlent beaucoup, c'est par exemple la différence de durée de vie entre le 94 et Sceaux sur le RER nord-sud à Paris, 12, qui est de l'ordre de 10 ans à peu près, de 10,5 ans. Hein. Donc on n'est pas du tout dans un modèle égalitaire. Hein. Mais on pense être dans un modèle égalitaire, et il a été construit avec ce modèle égalitaire. Le deuxième sujet, enfin, de questionnement éthique qui pose, c'est finalement, tu l'as un peu évoqué, mais rapidement, donc j'y reviens, c'est que si on voulait mettre avec les moyens qu'on a, voilà, il faudrait peut-être aller vers un système qui pousse à l'équité, c'est-à-dire mettre les moyens là où on en a le plus besoin. Et quand vous commencez à discuter de ça avec les politiques, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire, c'est pas construire un hôpital à tel endroit, etc. Non, c'est se dire, on met les moyens là où on a un certain nombre de marqueurs qui font que c'est en mettant ces moyens-là qu'on va avoir le plus beau, un maximum de retour sur les moyens qu'on va mettre en termes de santé.
Et on sait, on a discuté déjà avec Franck, il y a une trentaine de zones en France qui sont ni des villes, ni des banlieues, mais qui sont un mélange un peu de tout ça, et où on sait que c'est là où il faudrait mettre les moyens et qu'on aurait à ce moment-là quelque chose qui permette de répondre. Donc, deuxième grande notion éthique, est-ce qu'on a une égalité qu'on n'a plus trop, et est-ce qu'il faut aller vers l'équité? Et puis, il y a une troisième notion, et je comprends que vous soyez interpellés par les topos. Vous savez, on oscille, nous tous, entre deux grandes valeurs éthiques qui sont l'autonomie, la liberté individuelle et la vision de solidarité. Et quand Franck dit, finalement, est-ce que tout le monde se fout de la santé mais en gros, tu l'as dit un peu comme ça, de l'état de santé et de la population, et on s'intéresse à notre propre santé. Et c'est là où toute la discussion. Hein. C'est est-ce que on est dans un modèle de démocratie en France où on oscille. Hein. Si on regarde chacun d'entre nous, on a envie de penser à nos libertés individuelles, de les mettre en avant, et c'est tout à fait logique. Et puis on a tous aussi des éléments de solidarité. On les a vus, y compris en période de crise, les plus jeunes versus les plus anciens, etc. Voilà. Et est-ce qu'on va tomber dans un modèle à l'anglo-saxonne, ou qui est très, quand même, plutôt en faveur, il y a des nuances, mais plutôt en faveur de l'aspect liberté individuelle, autonomie, ou est-ce qu'au contraire, on va rester dans un modèle qui essaie de pousser un modèle de solidarité? Mais c'est pas évident du tout. Et donc, si on revient à cet enjeu de sobriété, la réponse jusqu'à maintenant, tu l'as un peu dit, mais en disant-le complètement, c'est que chaque année, on creuse le déficit. C'est-à-dire que, et un certain nombre dans cette salle vont dire, mais c'est un problème strictement politique, il suffit de mettre plus d'argent dans la santé. Hein, bon. Sauf qu'on pense quand même, vous avez compris, que ça va être difficile de mettre plus d'argent dans la santé. Parce qu'il y a d'autres enjeux. Il y a ce qui a été évoqué sur l'école, ce qui a été évoqué en ce moment sur la justice. Vous voyez bien les enjeux qu'il y a sur l'armement. Enfin, et donc, on est déjà avec un impact de coût que tu as rappelé sur la santé qui est considérable en France. Et donc, si on ne pense pas à une solution qui est de dire, mais somme toute, est-ce qu'on peut gagner quelques pourcents? D'abord, changer d'objectif, et ça qui va se faire dans le moyen terme. Et deux, dans le court moyen terme, commencer à gagner quelques pourcents chaque année sur un certain nombre de prescriptions, de demandes d'examen, d'utilisation, qui n'est pas aller vers une paucité de la médecine, mais vers une juste prescription, entre guillemets, et des prescriptions. On peut probablement gagner quelques points. Et ce quelques points, il peut être utilisé ailleurs, et dans le même temps aussi, il peut continuer à être utilisé pour financer l'innovation, parce que tout ça ne va pas à l'encontre de l'innovation. On va avoir l'innovation, Franck l'a rappelé, elle arrive, moi je l'ai dit aussi, la science, elle va très vite. Donc il faut qu'on trouve un moyen en France de conserver cette capacité à financer les médicaments innovants. Hein. Et là, on est dans une zone de trouble, hein, où jusqu'à maintenant, ça vous paraissait tout à fait logique. Si je regarde ce qui est programmé, par exemple, sur le coût des médicaments innovants d'ici 2030, le coût du médicament en France est plutôt plus bas qu'ailleurs, et il a pas tellement augmenté, il tourne autour de 10%. Il est programmé à 19 ou 20% du budget de la santé entre 2030 et 2032. Donc avec une explosion, entre guillemets, de ces molécules innovantes, au passage pas tellement justifiées. Mais donc ça veut dire qu'on est dans ce dilemme où à la fois il y a un changement d'objectif de fond, ça c'est une décision politique, fondamentalement politique, mais qui va avoir le courage de la prendre? Et puis deuxièmement, d'avoir des modalités de court et de moyen terme qui permettent de commencer à avancer petit pas par petit pas. Question dans la salle?
Merci beaucoup pour les exposés extrêmement intéressants. Je me posais la question de l'articulation avec les orientations de la recherche médicale, justement, parce que quand vous disiez qu'on est souvent une nation qui pense que la solution est dans la technologie, on oriente la recherche médicale par les appels d'offres et on est tous obligés de faire de suivre ces appels d'offres qui sont orientés par des mots-clés qu'on voit changer quand on a un petit peu d'ancienneté, mais dont on a l'impression qu'ils suivent un agenda peut-être un petit peu de mode, mais aussi économique, en termes de développement économique, parfois plus que celle de la santé des populations. Je ne vous répondrai pas parce que c'est compliqué. Néanmoins, quelques points. Si vous voyez... alors là, c'est un fait. Moi, je suis issu du domaine de la recherche. Si on regarde ce qui avait été programmé là, au cours des dernières années, la France est dans les grandes démocraties européennes la démocratie qui consacre en pourcentage de PIB le plus faible pourcentage de PIB à la recherche. Alors, tout ne se joue pas sur le financement, et on va voir qu'il y a d'autres enjeux. Mais enfin, un pays qui consacre un pourcentage très faible, après un effort qui avait été fait au début du premier quinquennat, et puis ensuite qui est redescendu, et où maintenant, le chiffre de 3% ne sera jamais atteint. Donc on est, parmi les grandes démocraties européennes, le pays qui consacre le plus faible PIB à sa recherche. Donc il y a un problème de fond. Derrière ça, c'est parce que je pense que les politiques sont assez peu formés à ces domaines de recherche, voient ça uniquement dans les aspects d'innovation technologique sans regarder ce que peut apporter la recherche fondamentale. Et c'est un milieu qu'ils ne connaissent pas bien, qui leur fait peur, il y a un problème, alors qu'on a des hauts fonctionnaires de très haut niveau, c'est un des points sur lesquels ils connaissent le moins. Bon, il y a un problème de fond. Mais c'est pas vrai qu'en médecine, c'est pas vrai que dans le biomédical. En plus, en France, on n'a pas de fondation dans le domaine biomédical. Contrairement, par exemple, à l'Angleterre avec le Wellcome Trust et évidemment aux US avec des très grandes fondations comme la Gates, etc. Donc on est particulièrement, je dirais, dans le domaine biomédical, dépendant du financement public. Et on est faible. Le deuxième élément qui est moins connu, mais qu'on connaît un peu avec Franck, est le fait que dans la recherche, vous avez une recherche très fondamentale, il faut la laisser complètement libre. Elle n'a pas d'objectif et c'est 20 ans plus tard qu'on va s'apercevoir que c'était génial, typiquement le mRNA par exemple. Vous avez une recherche qui est plus une recherche translationnelle sur les innovations thérapeutiques qui arrivent, toute la recherche autour de cliniques, d'interfaces, etc. Bon. Et puis, vous avez une recherche qui est alors, dans le modèle français très peu portée et qui essaie de porter la nouvelle agence de programmation de l'INSERM, mais avec difficulté, eh bien, c'est de se dire, de s'intéresser à des grands sujets sociétaux en disant qu'est-ce qu'on est capable de produire comme élément de recherche. Par exemple, pourquoi on constate la baisse du don d'organes, je vous l'évoquais tout à l'heure en France, et so what, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a comme grande équipe de sciences humaines et sociales qui travaille sur le sujet. Quand on a abordé le problème de sujet sur la fin de vie, ça a été en partie rétabli depuis, mais il y avait très peu de données sur des grands enjeux, d'être capable de partir de données scientifiques et de données chiffrées sur ce qui se passait réellement. Il y a d'autres sujets. Donc, c'est être capable aussi de monter des grands programmes sur des sujets qui touchent la société actuelle. Et ça, probablement, c'est pas des coûts massifs et c'est des choses qui pourraient faire changer la donne sur un certain nombre de points. Parce que éclairer le citoyen. Oui, vous voyez, très rapidement, je ne vais pas le faire directement sur la recherche, mais sur la santé. Je vais vous répondre un peu indirectement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé, actuellement, dans tous les arbitrages ministériels, est toujours une variable d'ajustement des autres politiques. C'est comme ça, par exemple, qu'on rembourse les médicaments anti-obésité et qu'on ne veut pas généraliser le Nutri-Score. Parce que quand même, Nutri-Score, recherche, prouvé comme efficace, etc. Pourquoi ? Parce qu'on préfère ne pas trop pénaliser l'industrie par rapport à la santé.
Et donc, dans la recherche, on a un peu le même, de temps en temps, enfin, recherche pharmaceutique, hein, vous parliez essentiellement, on peut avoir le même réflexe en disant on développe, alors qu'au final, le gain en termes de santé de la population est assez faible. Et en fait, on n'a jamais de calcul du retour sur investissement, par exemple. Si on introduit le retour sur investissement des nouvelles thérapeutiques par rapport à un ensemble d'interventions qu'on peut faire pour augmenter la santé de la population, on va avoir quelques surprises. Je vous donne un exemple. Inciter les médecins, chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, à faire de l'activité physique pour modifier leur comportement. À chaque fois, c'est ce qu'on appelle le MEC Every Contact Count des Anglais. Le ROI, il est de 25. Retour sur investissement, 25. Les statines, c'est 1,2 le ROI. Donc, voilà, quand il va falloir faire des choix, il va bien falloir qu'on ait un critère de jugement de ces choix. C'est pour ça qu'on propose, enfin, on est un certain nombre à proposer d'introduire le ROI, y compris pour les traitements, par rapport à d'autres interventions. Enfin, je ne sais pas si ça répond directement à votre question, pas directement, mais voilà, ça me permet d'en parler au passage. Cette attitude de vision de santé publique que rappelait Franck, et en particulier qu'ont très bien mené les Anglais sur l'activité physique, l'activité intellectuelle, en prévention, par exemple, des troubles cognitifs, hein, où les Anglais ont très bien montré le gain qu'il pouvait y avoir sur... bon. Et il est en train de s'ouvrir, là, dans le champ des 2-3 années qui viennent, les premiers traitements d'immunothérapie, ma discipline, hein, qui sont en train de balbutier, mais vont arriver sur le marché. Ça rappelle les débuts d'immunothérapie sur le cancer, sur les blocages des plaques amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer en prévention. Et les premières données contestées, mais qui arriveront avec probablement des nouvelles molécules dans les années qui viennent. Vous imaginez, c'est en termes de prévention, le coût que ça va représenter si on se lance là-dedans, en termes de dépistage avec tous les problèmes éthiques qui se posent, comment dépister quelqu'un, etc., d'imagerie, de biomarqueurs et de coûts de médicaments on est en prévention, peut-être 2-3 millions de personnes à mettre dans un schéma de prévention par rapport à des modifications de comportement. Là, vous voyez, je vous parle très en amont. Hein, ces médicaments ne sont pas encore totalement sur la table. Mais voilà des vraies questions sur lesquelles il ne faut pas qu'on continue à rentrer toujours tête baissée dans l'innovation, qui est par ailleurs de certains côtés, et comment on peut faire partager cette interrogation éthique, sociétale, avec la société. Parce que si on la discute tout seul, ça ne va pas. Je rebondis, Jean-François. Vous aviez cité, je ne suis plus devant des politiques, les trois freins de la prévention. Est-ce que vous pouvez les rediscuter? Parce qu'il y en a un qui nous concerne un petit peu. Alors, je pense qu'une fois de plus, les gens de santé publique, depuis des années, poussent à ça. Mais force est de constater que le message n'arrive pas à passer. Moi, ce que je vois dans cet enjeu autour de sobriété et associé à prévention, et le fait d'en commencer à en discuter en dehors du cercle des intéressés. Et c'est ça et qu'on commence à percevoir un tout petit peu que ces sujets commencent à être un peu sur la table en dehors des cercles d'initiés qui s'occupaient à la prévention. Alors, qu'est-ce qui peut freiner ? Il y a d'abord des problèmes probablement de financement, bon, mais c'est probablement pas le point le plus important. C'est-à-dire, on estime que dans les coûts de santé, on dit, voilà, il y a 95% pour le soin, 5% pour la prévention. Quand on regarde, c'est probablement un peu plus, parce qu'il y a des tas d'enjeux de prévention qui sont traités ailleurs. Et probablement, on est plus autour de 7-8%. Bon, c'est pas non plus considérable par rapport aux soins. Hein, vous voyez, donc il y a cette première barrière. Mais c'est pas la principale. Il y a les médecins eux-mêmes qui sont pas très bien formés sur la prévention, et vous êtes formés pour beaucoup d'entre vous, sur le care et donc il y a une sorte de frein entre guillemets de prescription allant sur le soin direct. Il y a les patients
il y a les patients eux-mêmes qui, en termes de prévention, ce qui se passe avec les anti-GLP1, on va voir ce qui se passe, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques ou les anti-GLP1, dont on sait d'ailleurs que s'il n'y a pas en même temps les mesures hygiéno-diététiques et alimentaires, ça va récidiver à 90% à l'arrêt des anti-GLP1. Mais on voit bien comment il y a des approches, entre guillemets, de dire bah, c'est plus facile, je fais ce que je veux, c'est ma liberté individuelle, c'est mon autonomie, je bouffe un peu ce que je veux, puis je m'injecte un peu d'anti-GLP1. Donc il y a ça aussi, il y a cette vision sans mettre la pression sur les patients, et il y a des tas d'exemples. Hein. J'ai le droit de fumer, après tout, etc. Enfin bon. Et puis, il y a probablement un troisième élément qui est que jusqu'à maintenant, les enjeux de prévention ont toujours été portés très aussi, insuffisamment probablement, mais très au niveau national, très au niveau des autorités. Et que probablement, il y a un effort à faire considérable qui est de les faire porter par autre chose que les autorités, parce que les citoyens écoutent les messages des autorités gouvernementales avec bon ferment, hein, alors que les faire porter par le milieu associatif, par des associations de territoire, etc. Et deuxièmement, probablement d'arriver à construire une forme de prévention qui soit plus à un niveau, je dirais, local. Alors, ça peut être soit le travail, soit l'école, soit les territoires, mais arriver à ce mode de construction. Enfin, un mot peut-être pour aller dans le même sens que Jean-François. Vous l'avez compris, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionnent les systèmes, et je ne crois pas que les individus soient responsables de quoi que ce soit, parce qu'on travaille tous dans un système qui nous... Voilà, si vous ne conformez pas au système, globalement, le système vous éjecte, et donc on fonctionne tous dans un système. Personne n'a intérêt à ce que la prévention marche. Enfin, voilà, je redis toujours la même chose. Personne n'a intérêt. Enfin, moi, je ne connais pas de cancérologue qui a un intérêt à ce que la prévention marche. Hein, parce que, alors, vous n'allez pas me croire, alors, parce que médecin, etc. Le problème, c'est qu'on a un exemple, c'est le Beyfortus. Beyfortus, on supprime pratiquement, je ne sais pas les chiffres exacts, 80% des bronchiolites. Les services de pédiatrie sont vides. Moi, c'est Stéphane Pardoux, le patron de la NAP, qui un jour me dit « Tu ne sais pas ce qui arrive, les services de pédiatrie se vident l'hiver. » Je dis bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit bah, « Voilà, avec le Beyfortus, les services se vident. Les services d'urgence de pédiatrie se vident. Les directeurs convoquent les chefs de service en leur disant bah, « Qu'est-ce qu'on fait ? On diminue le personnel. Enfin, on voit bien que le système peut être très, très désorganisé si la prévention marche. Et là, elle marchait quand même très bien. Deuxièmement, effectivement, les médecins sont un peu récalcitrants. Et puis, je vous le disais, la santé n'est qu'une variable d'ajustement de l'ensemble des autres déterminants. C'est-à-dire faire des logements favorables à la santé, ça a un coût assez mineur, enfin, ça a un surcoût, mais ça retarde, etc. Et les maires ne pensent pas forcément à ça. Faire des logements favorables, des transports favorables à la santé, etc., etc. Et on voit que petit à petit, la santé est une variable d'ajustement des autres politiques. Et puis vous avez un déterminant qui est majeur, dont on ne parle jamais. On commence à en parler un peu. C'est le patron de l'OMS qui a fait un éditorial dans le Lancet là-dessus, en disant « Attention, on ne parle jamais des déterminants commerciaux, mais ils sont majeurs. » Et quand vous regardez avec la lunette déterminants commerciaux, vous regardez la loi du plomb, et vous dites, tiens, c'est quand même bizarre. Vous regardez le cadmium, vous dites, tiens, c'est quand même bizarre. Et puis vous regardez en arrière, vous allez voir l'histoire du chlordécone, vous allez voir ceci, vous allez voir cela, et vous vous rendez compte de la puissance que sont les déterminants commerciaux dans une société où la santé est une variable d'ajustement. Donc ça me semble être quand même un frein important. D'autres questions avant qu'on... Mais on sort de la sobriété. Hein. Mais si vous nous branchez sur prévention, c'est... Je vais vous brancher sur autre chose. C'est juste pour avoir votre vision, votre réflexion sur un sujet qui nous importe beaucoup, parce que quand on est dans une fac de médecine, eh bien, on est là, on s'interroge sur comment on forme, pourquoi on forme, et
on sent quand même, et vous l'avez dit et évoqué, c'est probablement un levier quand même. Sauf que, voilà, quelle est votre analyse de ça? Est-ce qu'on s'y prend bien? Parce que à l'université, on peut faire la révolution. Là aussi, on va avoir un problème d'intérêt, d'objectif. Nos étudiants, on en a parlé à l'heure du déjeuner, mais sont très, et c'est notre faute, focalisés sur le concours de l'internat, sur les items qui vont tomber, etc. Ces questions-là, elles le dépassent complètement. Et pourtant, on sent que ces jeunes, c'est un levier. Quelle analyse chacun vous avez de ça, en mettant en plus dans un contexte de transformation numérique, d'une technologie qui intervient sur le raisonnement clinique, sur la prise en charge, le suivi. Voilà, c'est juste, je sens qu'on y passe la soirée, mais qu'on termine sur un élément qui nous intéresse, nous, sur le plan académique. D'abord, il faut expliquer, à mon avis, aux étudiants dans quel système ils vont évoluer. Et à mon avis, on ne leur dit pas. On leur fait croire qu'ils sont là pour soigner les gens. Ils ne sont pas là pour soigner les gens. Enfin, je le dis vraiment de façon un peu brutale pour amener une réflexion. Ils sont là pour produire des soins. Et on attend d'eux qu'ils produisent des soins. Jamais un directeur ne vous demandera le taux de réponse que vous avez eu avec tel traitement. Je ne connais pas de directeur qui demande la courbe de survie de telle pathologie dans tel service. Jamais. On vous demande combien vous avez fait de séjours, combien vous avez traité de patients, etc. Donc, je pense qu'il faut quand même leur expliquer. Et je pense qu'une partie du désenchantement des soignants à l'issue de la crise Covid vient de ce qu'un certain nombre de soignants se sont réappropriés le prendre soin, le care. On a vu des chirurgiens qui allaient dans les services de réa, qui retournaient les patients. Il y en a d'autres qui brancardaient parce qu'ils n'avaient plus rien au bloc à faire. On a vu, enfin voilà, les équipes qui reprenaient la main sur le soin, qui se réorganisaient, qui retrouvaient un plaisir à soigner plutôt qu'à produire des soins et à remplir des tableaux Excel tous les mois pour savoir si leur activité avait augmenté ou baissé. C'est le premier point. Et le deuxième point, il me semble qu'il faut absolument qu'on enseigne ce que c'est que la santé aux soignants. Pas le soin, mais la santé. Qu'on revienne, qu'on refasse de l'historique, c'est-à-dire Hippocrate, le traité des airs, des eaux et des milieux, les bases de ce que c'est que la santé d'une population. C'est ce qui se passe dans les autres pays. Il y a des cours sur qu'est-ce que c'est que la santé d'une population. Et expliquer que l'objectif maintenant, c'est d'avoir une population en bonne santé le plus longtemps possible. Moi, ça ne me dérange pas que les gens vivent très longtemps. Ce que je voudrais, c'est qu'ils vivent très longtemps en bonne santé. Et non pas en faisant des séjours réguliers dans les établissements de soins. Et après, je pense, excuse-moi, je suis peut-être un peu long, mais je te laisse réagir. Je pense qu'il faut essayer d'expliquer ce qui se passe et expliquer un tout petit peu ce qu'on entend comme prospective. C'est quoi le mythe de l'immortalité qu'on est en train d'essayer de nous vendre ? C'est quoi le mythe de l'IA qui va supprimer toutes les maladies dans 10 ans? C'est réaliste, pas réaliste? Bon, quand même, il faudrait qu'on ait une réflexion au sein des facs de médecine sur la prospective et la prospective de notre système de santé. Je dis un peu de joker, parce que, vous savez, dans des carrières hospitalo-universitaires, où on a une triple fonction, le soin, l'enseignement, la recherche, on est obligé à certains moments un peu de choisir. Moi, j'avais plutôt choisi le soin et la recherche, et j'ai fait de l'enseignement, bien sûr, mais j'ai jamais réfléchi un peu en profondeur sur le système d'enseignement à la fac. J'ai d'autres collègues qui sont beaucoup mieux et très bien. Donc je parle avec quelqu'un qui a été un peu en dehors du système, et puis maintenant, compte tenu également, ça fait un petit bout de temps. Deux, trois remarques. La première, je rejoins Franck, c'est-à-dire, il me semble quand même pour la jeune génération, il est fondamental que vous compreniez cet enjeu entre soins et santé, les déterminants de la santé, enfin QS, que si vraiment vous retenez ça, c'est déjà bien. Qu'on vous dise en prospectif ce qui vous attend, c'est-à-dire avec les 35 millions de maladies chroniques, un vieillissement de la population, une population plus jeune. La question sur la population plus jeune et les chiffres que vous avez, Franck, tout à l'heure sur les projections qui montrent une baisse de la durée de vie,
il y a des éléments de réponse. Hein. La médecine scolaire a disparu. On a en il y a peut-être moins de boulot aux urgences psychiatriques. On a besoin de mettre des... On a besoin de la mettre ailleurs, peut-être sur la santé mentale. Enfin, on sait quand même, il y a quelques pistes où aller, et qu'on vous parle des enjeux qui vont se poser. Je suis pas sûr totalement que ça, mais je parle sous contrôle hein, de votre doyen, mais qu'il y ait quelques éléments aussi de budget de santé dans vos études. Je crois que vous en avez un tout petit peu, mais très peu en fait, hein, très peu, de savoir ce que ça veut dire de rentrer dans le modèle de santé dans lequel vous êtes. Bon, ça m'apparaît un point vraiment important. Et après, c'est évidemment l'arrivée de numérique et santé. Alors, Franck vous l'a présenté d'une certaine façon au-dessus. Moi, je dis que ça va beaucoup changer. Enfin, vous êtes en train déjà de changer beaucoup sur l'état des connaissances. Et peut-être que vous avez besoin de moins acquérir de connaissances durant les premières années de médecine, qu'on pourrait peut-être un peu raccourcir, et d'être ensuite avec, au contraire, une utilisation dans l'internat qui soit votre vraie formation. Donc, je pense que là, il va y avoir quelques changements. Si je regarde ce qui se passe dans des pays qui sont assez en avance, comme certaines facultés américaines, en Israël, où ils ont beaucoup réfléchi là-dessus, sur l'irruption de l'IA, il y a des leçons à prendre qui vous laisseraient peut-être aussi un peu plus de temps pour qu'on vous reveniez à cette relation médecin-patient et un peu plus d'humain dans la formation. Ma génération vous a poussé à mettre la technologie, l'innovation, alors plus loin, pourquoi, so what, mais à mettre en avant et en permanence en avant. Moi, je reconnais, je plaide coupable, hein, dans une certaine mesure. Il faut maintenant, ok, l'innovation, mais dans quel contexte et il faut pour faire quoi? Justement, ouais, en tant qu'étudiant un peu, c'est vrai que là, tout ce qu'on a vu, c'est pas forcément, ça ne donne pas forcément d'espoir. Hein. Donc, qu'est-ce que vous auriez à nous dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut évoluer, nous, en tant qu'individus, dans un système qui, comme vous venez de le décrire, fonce droit dans le mur et voilà quoi. C'est surtout Franck qui vous a mis dans le mur. Moi, pas trop. Hein. Ouais. Bah, j'ai l'habitude qu'on m'accuse, mais... Je te laisse parler, je conclurai. Non, mais les soins resteront essentiels. Je veux dire, une population malade a besoin d'être soignée. C'est pas ça qui est en jeu. La question, c'est de se poser, me semble-t-il, la question de l'effet ou de ce qu'on recherche comme résultat. Et la réflexion autour de la sobriété, c'est celle-là, c'est faire ce qui est nécessaire. Et pour savoir si c'est nécessaire, il faut avoir une idée du résultat qu'on veut obtenir. Et c'est tout, parce qu'en fait, vous avez plusieurs courants en ce moment. Vous avez un courant autour de la sobriété, un autre sur la pertinence et un autre sur la prévention. Et puis après, vous avez le quatrième qui sont voilà, tout le mythe de l'immortalité, de la guérison, etc. Bon, ça, si on s'occupe des trois premiers, en fait, c'est la même question qui est posée sous des angles différents. Et donc, tout le discours, enfin, la réflexion autour de la pertinence ou de la sobriété suppose qu'on soit capable d'objectiver le résultat qu'on veut obtenir quand on met en route des soins. Et si on n'est pas capable de le faire, prendre la décision de ne pas faire plutôt que de faire parce qu'il faut faire quelque chose. C'est ça la réflexion, me semble-t-il, assez fondamentale. Alors, moi, j'avais envie de vous dire que vous engagez là dans un métier qui est magnifique et superbe. Moi, c'est une des grandes joies de ma vie d'avoir exercé ce métier. J'ai eu de la chance par certains côtés, hein, mais je devais faire des études d'ingénieur. Puis j'ai perdu mon père juste en début de maths sup, et j'ai dit du jour au lendemain, début octobre, à l'époque, on pouvait s'inscrire comme on voulait. Non, je démarre médecine. C'est la meilleure décision que j'ai eue dans ma vie. Et vous, c'est la meilleure décision que vous avez prise, c'est démarrer médecine. C'est un métier superbe, vous aurez toujours du boulot, hein, et au moins, vous portez, alors vous les porterez plus ou moins, mais vous porterez un certain nombre de valeurs, hein, qui sont des valeurs personnelles que vous porterez plus ou moins dans cet esprit que j'évoquais tout à l'heure, de plus ou moins de solidarité, mais vous pouvez les porter. Donc, soyez optimistes. Vous allez vous adapter.
On s'est toujours adapté. Hein. Vous allez vous adapter. Mais par contre, il faut que vous soyez conscient des problèmes dans lesquels vous allez tomber. Et c'est un peu ça qu'on essaie de vous réveiller là aujourd'hui sur ces sujets-là, parce que la société mérite d'être réveillée là-dessus aussi, le politique mérite d'être réveillé, et vous aussi. Mais vous allez accompagner ces changements qui vont pas se faire évidemment du jour au lendemain, mais sur du moyen terme. Et je terminerai alors sur une phrase qui est pas d'aujourd'hui, je la cite depuis quelque temps. C'est que nos métiers, certains d'entre vous, vous avez peut-être lu un bouquin qui s'appelle d'un journaliste italien qui s'appelle Les ingénieurs du chaos. Vous savez, c'est ce journaliste qui a écrit ce livre, Le Maître du Kremlin, et finalement ce monde complètement fou dans lequel on est en train de rentrer. Et ben moi j'ai envie de vous dire, les jeunes étudiants, soyez les ouvriers de la lumière et éclairez-vous et éclairez-nous.